La Banque du Léman et son offre en ligne dédiée aux frontaliers vous présentent Ensemble. Bonsoir. Après quasiment 2 ans de crise sanitaire et une économie mise à l'épreuve, le retour à la vie normale se fait peu à peu, mais la dynamique de l'emploi reprend-elle ses airs d'avant-crise ? Certains secteurs, mais aussi certains métiers feraient-ils moins rêver ? Suisse, France, qui s'en sort le mieux ? On en discute avec nos deux invités, Nathalie Hardine de la Chambre de commerce et d'industrie genevoise et membre du Forum d'agglomération du Grand Genève, et Michel de Bernardi, directeur Pôle emploi pour la Haute-Savoie. Et puis place aux légendes contées depuis le Salève, une montagne qui aurait été créée par Gargantua lorsqu'assoiffé, il aurait creusé le Léman en laissant s'échapper des morceaux de terre. C'est l'un des contes que vous entendrez en fin d'émission. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière. Le tunnel des Nations a été percé, une étape importante de ce grand projet. Après 40 mois de travaux, les deux fronts de Creuse se sont rejoints. La route des Nations reliera le Grand Saconnet et le quartier des Nations, permettant le désengorgement en surface pour le futur passage du tram. À Annemasse, Château-Rouge a inauguré sa toute nouvelle salle, fraîchement rénovée après 3 ans de travaux. La structure est novatrice, 1500 places avec une disposition modulable, assis ou debout. La scène permet aussi l'installation de décors et lumières pour l'accueil de tout type d'artistes. Le monument aux morts situé devant le consulat de France à Genève a été inauguré. Il était rénové par l'association franco-suisse Mémoire. Une nouvelle plaque en hommage aux morts suisses et français pendant la Seconde Guerre mondiale a été apposée. Mars 2020, les commerces ferment, toute notre activité se met en suspens. Depuis confinement et réouverture se sont succédés. Depuis quelques mois, une activité presque normale revient. Qu'en est-il sur le front de l'emploi ? Bonsoir Nathalie Hardine. Bonsoir. Et bonsoir Michel de Bernardi. On fait déjà avec vous un petit état des lieux pour Genève et puis pour la France voisine. Comment ça va sur le front de l'emploi de chaque côté ? Eh bien, on va vers le mieux. On va vers le mieux, mais la situation reste contrastée selon les domaines, selon les secteurs d'emploi. Genève a toujours un taux de chômage qui est élevé comparé au reste de la Suisse, mais par rapport à la région qui nous entoure, on est un petit peu... je ne veux pas dire meilleur, mais le taux de chômage s'inscrit à 4,9% ce dernier mois. À Genève. Michel de Bernardi pour la Haute-Savoie. Bien, si vous voulez, la Haute-Savoie et la Savoie d'ailleurs, nos voisins sont parmi les territoires qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Mais depuis le début de l'année et depuis les 2 derniers trimestres, nous sommes dans les territoires qui ont une reprise économique la plus forte dans les territoires français. Nous n'avons pas encore atteint les chiffres de demande d'emploi que nous avions en 2019, mais je pense qu'à la fin de l'année, ce sera le cas. Donc nous sommes en phase de rattrapage accéléré. La crise, elle a été assez bien amortie finalement grâce au RHT, grâce au chômage partiel. Finalement, est-ce qu'on a évité le pire ? La priorité pour les autorités suisses, c'était justement d'éviter le chômage, d'éviter les licenciements de manière à ce que l'économie soit prête à redémarrer une fois la crise passée. Donc, grâce au dispositif, comme vous le disiez, de RHT et les aides qui ont été fournies aux entreprises, on a réussi en Suisse à limiter les dégâts, même si il y a eu bien sûr des pertes d'emplois et si des secteurs ont encore de la peine à redémarrer. Je pense par exemple aux secteurs qui sont liés au tourisme, à l'événementiel. Cela étant, la Chambre de commerce a produit tout récemment sa dernière enquête conjoncturelle et les entreprises sont relativement optimistes et pensent effectivement recommencer à recruter. Vous avez tous les deux parlé de prime abord du taux de chômage. Est-ce que cet indicateur-là, c'est un bon indicateur pour sonder l'après-crise ou est-ce qu'il y a des indicateurs peut-être meilleurs ? Si vous voulez, le taux de chômage, c'est un indicateur effectivement qui est assez long dans ses évolutions.
Aujourd'hui, sur la zone française frontalière, on peut penser qu'effectivement, ce n'est pas l'indicateur le plus adapté. Aujourd'hui, les indicateurs que nous suivons tous les jours, ce sont le nombre d'offres d'emploi qui sont saisies, les difficultés de recrutement, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Et donc, tous ces indicateurs-là sont dans une évolution de notre côté très favorable. On reviendra dans un instant sur les secteurs qui ont été les plus touchés par la crise, ceux qui redémarrent aussi le plus rapidement. Mais déjà, un mot, on a fait un état des lieux pour Genève, pour la France voisine, mais comment Genève se positionne par rapport au reste de la Suisse? On sait que le taux de chômage est plus élevé à Genève, mais globalement, est-ce que la crise a été plus importante chez nous? Alors, les effets de la crise dépendent, on le voit dans les récentes études qui ont été faites, dépendent du tissu économique des cantons, très largement. Et la Suisse romande, par exemple, a été davantage frappée que la Suisse alémanique du fait de son tissu légèrement différent. À Genève, nous sommes très axés sur l'international et ce sont les touristes, enfin, c'est l'aéroport qui nous amène une grande partie de cette activité touristique, voire touristique de congrès. Étant donné qu'il n'y avait plus de déplacements internationaux, la situation a été vraiment très mauvaise dans le canton de Genève. On voit aussi que l'industrie genevoise a souffert du fait de toutes les fermetures et maintenant du fait de la difficulté d'approvisionnement qui frappe les matières premières. Les matières premières. Exactement. Michel de Bernardi, on l'a évoqué un tout petit peu, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, plus généralement, comment ils se positionnent par rapport au reste de la France ? Alors, ce sont des territoires, comme je vous l'ai dit, qui ont une dégradation de l'emploi la plus forte. Comment on explique ça ? Parce que justement, le tissu économique, industrie, tourisme, événements, et un peu à l'image de Genève d'ailleurs, ce sont des secteurs qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire. Donc à partir de ce moment-là, nos territoires ont été le plus touchés. Mais par contre, ce sont ceux qui reprennent le plus vite et qui remontent le plus vite. Au point qu'aujourd'hui, on est dans des situations très souvent de tension de recrutement et de difficultés de recrutement. Ouais. Quels secteurs ont été vraiment les plus touchés? On l'a abordé un peu, mais lesquels arrivent à repartir le mieux? Alors, le secteur qui a été le plus touché, c'est bien évidemment l'hôtellerie, restauration liée au tourisme. Il y a un sous-secteur de celui-là qui est l'événementiel, qui lui a été complètement fermé et qui repart. Mais on a d'autres secteurs qui ont été touchés, l'industrie par exemple, un peu moins la construction, mais l'industrie a été très fortement touchée et l'industrie en particulier avec la sous-traitance automobile avait commencé à avoir des évolutions un petit peu négatives à partir de mi-2019 à cause de la crise du diesel. Mais là aujourd'hui, l'ensemble de ces secteurs-là sont en phase de remontée rapide. Donc ça va assez... Ça se présente plutôt pas mal, pourvu que ça dure. Vous l'avez dit, donc l'hôtellerie-restauration a été très touchée, la reprise n'est pas forcément évidente. Nous avions fait un état des lieux lors de la réouverture des restaurants, c'était au courant de l'été à Genève, un sujet de Raphaël Pacheco. Le client n'est jamais déçu, d'accord ? D'accord. Ok, merci messieurs, bonne fin de journée. Merci. Au Café Léo arrive un effort financier du patron à éviter le départ de ses collaborateurs. Une aubaine, car la main-d'œuvre du secteur se fait de plus en plus rare. Les cas à Genève sont partagés. Il y a des établissements qui n'ont pas de souci de collaborateurs et d'autres qui ont soit été obligés de licencier, soit quand les collaborateurs étaient en RHT, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient rester chez eux le soir, ils pouvaient avoir congé le dimanche et ils avaient un autre rythme de vie. Et ils sont sortis de la branche. Du côté de l'Office cantonal de l'emploi, on perçoit les difficultés et on tente de prêter main forte. Nous, ce que nous voyons, c'est que le secteur de la restauration a besoin de main-d'œuvre et que nous répondons présent en fournissant les compétences nécessaires aux restaurateurs. 260 millions de francs ont été délivrés au secteur de la restauration depuis mars 2020. Aujourd'hui, ce sont près de 2000 personnes issues du milieu, inscrites à l'OCE et à la recherche d'un nouvel emploi. Au vu des incertitudes, la pandémie aura permis à certains de se réorienter. En tout cas, la crise a révélé quelque chose qui faisait que les gens qui étaient dans la restauration en attendant mieux, ils sont allés chercher mieux. À long terme, on ne sait pas. Demain, ils nous ferment de nouveau. Demain, ils nous mettent un pass sanitaire pour tout le monde. Demain, ils demandent la vaccination. On ne sait pas. C'est assez dramatique. Un avenir imprévisible, mais avec des signes peut-être annonciateurs d'un retour vers la normale. Nous sommes, je dirais, au même nombre d'emplois annoncés
qu'en 2019. Donc c'est de bon augure. Selon l'OFPC, l'attrait du secteur reste inchangé. Voilà, donc ça c'était un sujet de cet été. Entre-temps, le temps a passé, le fameux pass sanitaire est arrivé. Nos confrères de la Tribune de Genève ont fait une enquête qui est sortie très récemment. Les restaurants ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Ils ont même interviewé Lionel Fontaine, qui est directeur de l'agence de placement spécialisée Hotelis, qui dit « On a perdu 40% de notre effectif, le réservoir est vide ». Est-ce que ça, c'est inquiétant, Nathalie Hardin ? C'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la restauration à Genève et donc c'est aussi beaucoup d'emplois. C'est tout un secteur économique qui est nécessaire pour notre canton. D'ailleurs, les restaurateurs, on l'a vu dans notre enquête conjoncturelle, sont inquiets pour les mois qui viennent. Comme le disait Monsieur Carugati déjà cet été, en fait, ils ne savent pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Y aura-t-il de nouvelles fermetures, le pass sanitaire uniquement pour les personnes vaccinées. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et on comprend dans ces conditions que le personnel hésite à revenir, surtout que c'est une profession qui est quand même une profession exigeante et difficile. La conciliation vie familiale, vie professionnelle est difficile dans ce secteur. Michel de Bernardi, on l'entend, il y a des gens qui se sont dit mais finalement c'est sympa d'avoir une vie à côté, on n'est pas obligé de faire de la restauration en étant globalement aussi avec des salaires qui ne sont pas très hauts. Est-ce que vous constatez ça aussi de l'autre côté de la frontière, en Haute-Savoie ? On constate le même discours, des employeurs comme du secteur en entier de l'autre côté de la frontière. Donc on a exactement les mêmes problématiques. Je ne dirais pas que le réservoir est vide, mais c'est bien vidé. Et donc ça oblige la profession à se poser des bonnes questions et à travailler à l'attractivité du métier, l'organisation du métier, les conditions de travail. Parce qu'effectivement, s'il y a de la tension de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, il n'y en a pas que dans l'hôtellerie-restauration. Et tous les autres secteurs sont en recherche d'activité. On est dans une phase de croissance assez forte pour le rattrapage. Et donc, tout le monde a besoin de bras et de compétences. Et donc, il faut apprendre à attirer les gens, chacun dans son secteur. Est-ce que vous avez pu observer aussi un certain nombre de reconversions ? Puisque je sais que Pôle emploi propose aussi des stages, des reconversions. Est-ce que ça, vous l'observez davantage que d'habitude ou est-ce que c'est finalement assez classique ? Je ne saurais pas dire davantage. Parce que c'est toujours une activité de fond chez nous, à Pôle emploi. Donc, effectivement, il y a des reconversions, il y en a toujours eu, il y en a encore. Il est très probable qu'il y ait des gens qui n'aient pas eu besoin d'une reconversion particulière, mais qui aient trouvé ailleurs. Cela dit, aujourd'hui, nous organisons des formations en permanence en direction des différents secteurs et en particulier de l'hôtellerie-restauration. On a parlé de la crise passée, on a parlé un peu aussi du présent, et puis maintenant on envisage un peu le futur. Est-ce que vous avez l'impression que la structure de l'emploi va se modifier, va changer, ou est-ce qu'en fait on retombe sur l'avant-crise ? C'est encore difficile de dire si on est dans le monde d'après ou on sera bientôt dans le monde d'après. Quoi qu'il en soit, on vit quand même depuis un certain nombre d'années différentes tendances lourdes, à savoir la digitalisation, l'automatisation de certains métiers. Le facteur démographique aussi va avoir un impact important sur le tissu économique, sachant que les baby-boomers vont prochainement arriver en vague à la retraite et qu'on n'a pas suffisamment de jeunes dans le canton de Genève. La population active n'est pas en nombre suffisant pour les nouveaux, pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite. Et justement, cette vague de personnes qui vont arriver à la retraite vont probablement susciter la création d'autres emplois aussi dans le service à la personne, peut-être aussi dans le tourisme, parce que ce sont des personnes qui vont arriver à la retraite mais qui seront, on l'espère, en bonne santé et qui vont vivre longtemps. On a aussi la vague verte, tout ce qui est emploi lié au développement durable, à l'environnement. Ça fait un moment quand même qu'on voit que dans ces secteurs, il y a une demande importante. Donc je dirais qu'on n'est peut-être pas encore dans le monde d'après, mais on vit une période de transition qui va peut-être s'accélérer. Michel de Bernardi, est-ce que vous faites la même analyse ? Exactement la même analyse. Notre problème principal des deux côtés de la frontière, c'est que la pyramide des âges et la question démographique va nous conduire à des changements rapides
beaucoup plus rapides que ce qu'on imagine, qui vont nécessiter d'abord de combler les départs, c'est-à-dire de remplacer les personnes dans beaucoup de métiers qui continueront à exister, hein, notamment tout ce qui tourne autour de l'industrie. On parlait de l'hôtellerie-restauration, bien évidemment aussi, mais bon, beaucoup d'autres métiers, mais aussi d'aller vers de nouvelles activités. Et la vraie question, c'est où va-t-on trouver les personnes pour remplacer les départs à la retraite ? Forcément, à Genève, ça nous amène à parler de l'emploi frontalier. 80 000, plus de 85 000 frontaliers à Genève. Vous le disiez, hein, il y a plus d'offres d'emploi que d'actifs dans le canton. C'est, dites-moi si je fais faux avec le chiffre, mais 390 000 postes de travail et 240 000 actifs. Donc en gros, il manque 150 000 personnes déjà actuellement. Exactement. Donc les frontaliers répondent en partie aux besoins de l'économie genevoise. On a aussi les pendulaires qui viennent du canton de Vaud ou parfois de plus loin, mais ça représente à peu près 8% de la population active, donc c'est peu. Effectivement, on vit dans une région qui attire, une région qui est dynamique sur le plan économique. Donc il va falloir trouver cette population active. On peut imaginer aussi faire des efforts pour que davantage de femmes aillent ou reviennent sur le marché du travail, parce que c'est une population qui est souvent bien formée, et il est un petit peu dommage de perdre cette population bien formée une fois qu'elle a eu des enfants, par exemple. Et vous, vous vous sentez, du coup, l'emploi va direction Genève. Oui, il faut aller chercher la manne dans d'autres régions de France. La difficulté, elle est que Genève, c'est un bassin d'emploi qui est quasi départemental, c'est-à-dire qui regroupe aussi la Haute-Savoie pour une bonne partie de l'Ain aussi. Effectivement, les tensions de recrutement, les tensions sur l'emploi sont les mêmes aujourd'hui et seront les mêmes demain des deux côtés de la frontière. Donc, il faut avoir une vision globale. Il n'y a pas de doute qu'il y a une attractivité forte du territoire, avec des limites techniques qui sont tout simplement que rien que le territoire de la Haute-Savoie est un des départements dans lesquels le solde positif migratoire, c'est-à-dire des personnes qui viennent s'installer en Haute-Savoie, est un des plus importants de France d'ores et déjà aujourd'hui. Ce qui évidemment pose des problèmes que vous connaissez tous, le logement, la circulation. Donc ce sont des questions qui sont très complexes. Et il y a des tensions de recrutement des deux côtés de la frontière, avec des situations économiques, sociales et juridiques complètement différentes qui font que... mais la solution se trouvera sur le territoire. Et elle ne se trouvera pas uniquement d'un côté et de l'autre. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle soirée. Et on passe à notre chantier en cours du mois, direction le Foron, en cours de renaturation. On se trouve sur la parcelle du site de Belle-Idée à Tonnet. C'est là que commence justement la mesure d'accompagnement du Foron, qui est une mesure du projet d'agglomération première génération. La mesure d'accompagnement du Foron se matérialise par une promenade de randonnée pédestre d'environ 7 km de long qui relie justement le site de Belle-Idée jusqu'au Foron, à son embouchure dans l'Arve. Cette colonne permet également de renforcer le maillage vert et de créer des nouveaux aménagements qui favorisent justement la biodiversité. Notamment, il y a toute une série de mesures qui sont développées pour le lucane cerf-volant, qui est une espèce de coléoptère qui se nourrit de bois mort. Cette promenade est aménagée par un cheminement qui est en argilo-calcaire et qui est accompagné sur tout le linéaire par différentes plantations, des plantations indigènes pour favoriser justement la biodiversité locale et notamment ce fameux capricorne. C'est un projet qui se déroule en 3 grosses étapes. La première étape a été réalisée en 2015 sur la parcelle justement de Belle-Idée, donc c'est le début de la promenade. La seconde est en cours de réalisation et puis la 3e étape se trouvera donc entre la douane de Moël-Sula et puis l'embouchure du Foron. Les principales difficultés rencontrées sur ce projet sont que le projet traverse passablement de parcelles privées, notamment le long du Foron.
Et puis il va falloir convaincre l'ensemble des propriétaires. C'est un projet qui est chiffré à 2 600 000 francs et qui est financé, qui est sous maîtrise d'ouvrage de l'État de Genève pour la partie située sur foncier État de Genève et sous maîtrise d'ouvrage Ville de Tonnay pour tout ce qui est sur foncier Ville de Tonnay et privé. Et l'on termine cette émission en prenant la direction du Salève. Avec le guide Olivier Dunant, nous sommes partis sur les chemins de notre montagne référence pour y écouter des contes et légendes. Bonjour Olivier. Bonjour. On est tout en haut du Salève, Oui. Magnifique point de vue sur Genève. Formidable. Et on s'intéresse un peu aujourd'hui aux contes, aux légendes, à l'histoire, notamment la création du Salève, et ça c'est la légende de Gargantua, c'est ça? Lyon, donc capitale de la gastronomie, française, internationale. Donc dans une famille est né un enfant qui s'appelait Gargantua. Et cet enfant était un enfant unique, donc il était bien nourri déjà dans cette famille de restaurateurs, trop gâté, du coup il ne travaillait pas trop à l'école. Puis ils ont dit, notre fils on t'aime bien, mais il faut que tu ailles un petit peu découvrir le monde. Il faut que tu fasses ta vie. Il est monté réfléchir à Fourvière, là-haut, sur les hauteurs de Lyon, et puis il a vu le Mont Blanc. Donc il a quitté la région lyonnaise, il a commencé à traverser quelques régions, puis après il est arrivé ici, dans cette vallée. Et puis ici, traditionnellement, les gens ils mangent des pommes de terre, du saucisson, du fromage, et puis surtout ça donne soif. Donc il a eu très soif. Quand il est arrivé ici, le lac n'existait pas. Donc lui, géant, il a commencé à demander aux gens qui habitaient ici où c'est qu'ils pouvaient trouver à boire. Donc, je dis, désolé monsieur le géant, mais ici il n'y a pas beaucoup d'eau. Par contre, si vous creusez un petit peu là au milieu de la vallée, peut-être que vous retrouverez une source. Il s'est mis au milieu de la vallée, il a commencé à creuser avec ses grosses mains, à prendre des gros morceaux de terre, de cailloux, à les jeter derrière lui, à creuser pendant plusieurs jours. Et après, au bout d'un moment, l'eau a jailli, donc la source a jailli et il a pu s'abreuver, se désaltérer. En fait, après, les gens ils sont retournés, puis ils ont vu que derrière, ou là où c'était tout plat, mais en fait, ça se levait, donc ils ont dit c'est bizarre, et en disant rapidement, ils disaient ici, ça se lève, ça lève. C'est pour ça que cette montagne sur laquelle nous sommes s'appelle le Salève. On a la chance de vivre dans une région absolument incroyable. Oui, je suis Et d'accord. quand on est en haut du Salève, on peut voir cette chaîne du Mont Blanc. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme histoire? Alors là, on a une histoire vraie. En fait, l'histoire de l'alpinisme, la conquête des hauts sommets, notamment le Mont Blanc et un peu plus loin l'Everest, eh ben, on peut dire qu'elles ont commencé grâce aux grimpeurs, aux randonneurs de Genève qui venaient au Salève. En 1786, il y avait un Genevois qui s'appelait Horace Bénédicte de Saussure, et non pas de chaussures, qui venait quand même souvent avec ses 2 chaussures au Salève. Il se disait qu'il faudrait qu'un jour, l'homme, et si possible moi-même, aille là-haut. Donc il avait l'ambition de gravir ce Mont Blanc. Et puis il disait aux gens, aux paysans du coin, si vous me trouvez le moyen de me monter au sommet, grosse récompense. Donc les gens n'allaient pas du tout dans les glaciers, parce qu'ils avaient peur des crevasses, bien sûr, puis ils pensaient que c'était habité par le diable, puis ils n'avaient rien à faire là, rien à cultiver. Et un jour, un monsieur qui s'appelait Balma, un chasseur de chamois, s'est retrouvé pris la nuit à 3000 mètres, sous les glaciers, ce qui s'appelle aujourd'hui la jonction. Et puis le lendemain, il était toujours vivant. On pense qu'il n'a pas beaucoup dormi, parce qu'il avait peur, mais le lendemain, il était toujours vivant. Donc il est vite descendu à Chamonix, il a trouvé quelqu'un pour monter avec lui, donc ils sont remontés au sommet du Mont Blanc, et ils ont réussi le Mont Blanc en août 1876. Donc ils sont venus à Genève, ils ont touché leur récompense, ils ont emmené 2 chaussures, ils étaient 18 guides, et donc un client, on va dire, et ils l'ont emmené en chaise à porteur au sommet. Ils ont mis une grande tente, ils ont réussi donc le sommet, c'est quand même un exploit à l'époque, toujours un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est lui qui a lancé la conquête du Mont Blanc. Le diable! Attention, là, oula, ça fout les choux. Là, c'est la grotte du diable donc. Avant que tout ça soit boisé comme aujourd'hui, il y avait donc des alpages, des pâturages, il y avait trois petits bergers comme dans beaucoup d'histoires. Mais en fait, ils avaient vu un diamant posé pas très loin de l'entrée d'ici. Et puis en fait, un serpent l'aurait passé entre les jambes et a attrapé ce diamant et s'est réfugié dans la grotte. Ils y sont allés, puis ils ont eu un petit peu peur, hein, c'était des jeunes. Et puis ils ont annoncé ça aux gens du village. Et puis là, le curé il a dit hop, 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 hop. Une histoire de diamant, de serpent.
c'est mon histoire. Donc ils sont venus là en procession, le curé est passé devant, arrivé devant la grotte, il a dit, là, je suis le seul à pouvoir rentrer. Il est rentré dedans, et puis les gens du village ont entendu un gros bruit, et puis il est ressorti en disant, bah non, désolé, j'ai pas trouvé le diamant, j'ai pas trouvé le serpent, il n'y a rien du tout. Et puis c'est le diable, le serpent c'est le diable, donc ils ont appelé la grotte du diable. Les gens le soupçonnent en partie d'avoir trouvé le diamant et d'avoir gardé le diamant pour lui. Mais ça, j'ai pas découvert ça au fond de la grotte. Il n'y a pas de diamant au fond de la grotte, là, visiblement. Là, on est à l'observatoire. Là, c'est pas une légende, c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire, ouais. Du coup, cet observatoire, il était construit une première fois en 1911 ou 12 par la Société d'astronomie de Genève. Et quand il était terminé, malheureusement, est arrivé le grand conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Et les Genevois n'ont plus venir en France. Et puis en même temps, il y a des gens qui ont fait courir des ragots, des rumeurs comme quoi l'armée allemande venait ici pour observer les Français et surveiller. Du coup, des gens sont venus le détruire en partie. Et heureusement, ils ont pu sauver la grande lunette, le Lens, pour observer les étoiles. Et c'est que des dizaines d'années après, où les gens en ont fait un restaurant. Et puis là, ici, depuis 10 ans, il y a un restaurant qui marche très bien. Le vin chaud à la main et les étoiles en dessus de la tête. On en aurait besoin de vin chaud, là, il fait frais. On va aller voir à l'intérieur. Olivier, finalement, c'est pas le vin chaud. On est resté sur un café, c'est un peu plus simple pour l'après-midi. Si on veut entendre plus de légendes, plus de contes, plus d'histoires sur le Salève, comment est-ce qu'on fait pour les retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous trouver? Eh bien alors, vous nous contactez par l'intermédiaire du site du bureau de la montagne du Salève, bureau-montagne-salève.com. Et sur ce site, vous verrez toutes nos sorties qu'on fait, et notamment ces contes et ces légendes, ces histoires du Salève qu'on connaît. On les raconte lors des sorties nocturnes qu'on fait, les pleines lunes, qui vont commencer le 16 décembre, où on fait une marche de 2 heures dans la neige, raquette aux pieds si tout va bien. Et après, on observe les étoiles, on raconte des histoires. Et puis, on boit un petit coup de vin chaud, un petit peu de produits du terroir. Et après, on vient manger au restaurant ici ou à la Croisette. Formidable. Merci infiniment. Merci à vous. Et puis au plaisir, peut-être avec les raquettes aux pieds. Bah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à toutes et à tous. À très vite. Ensemble vous a été présenté par la Banque du Léman et son offre spéciale frontalier.